Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de cette série d'émissions 30 jours pour convaincre en toute transparence, consacré au livre bilan du président de la République, le livre du bilan de son quinquennat. Et pour ouvrir le bal, nous recevons ce soir un invité prestigieux, le chef du gouvernement, son Excellence M. Anatole Kolondi-Makosso. Bonsoir M. le Premier ministre. Bonsoir. Pour vous interviewer, je serai accompagné ce soir de deux de mes confrères, Judicaël Moussirou, directeur général de C-Direct. Bonsoir Judicaël. Ernest Dimi, journaliste indépendant. Bonsoir. Deux de nos confrères qui sont dans le public, nous rejoignons tout à l'heure pour poser d'autres questions. Je rappelle que cette interview est diffusée simultanément sur les antennes de Télé Congo, Global Africa Télé Sud, C-Direct, TPT, DRTV et Brazanet. Un élément de contexte avant de débuter cet entretien. Monsieur le Premier ministre, cette nouvelle prise de parole intervient à la suite de votre conférence de presse lors de la quinzaine du gouvernement. Vous avez présenté aussi cet ouvrage. Donc on reste dans la même dynamique pour revenir sur les points importants du bilan du quinquennat. Avant de débuter, j'aimerais d'abord vous demander, êtes-vous prêt à répondre à nos questions en toute transparence? C'est en toute transparence que je répondrai. Très bien. 4 thèmes seront abordés lors de cette émission: l'économie, la sécurité, les réformes sociales et la diplomatie. On débute avec l'économie. Judicaël. Merci Talon. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Ravi de vous voir sur ce plateau. Comme vous le savez, on ne peut être aussi apprécié, comme si on tenait, j'espère bien, nous voulons dans des bois, nous voulons une menace. Le président de la République, le chasseur de Sceaux, a dit qu'il est vraiment temps que les revenus populaires, c'est-à-dire 5 années d'action publique, viennent d'être analysées dans un livre bilan. Décision, résultats, vision de l'avenir utile. Alors, aujourd'hui, nous est-il mieux préparé et plus confiant en 2031? Peut-être que je commence d'abord par vous souhaiter aux familles à votre endroit, et on ne parle pas de vos familles respectives. Mon vœu. Bon, de bonheur, de santé, de prospérité, à la faveur de cette nouvelle. Et pour leur décision, le président le dit dans son ouvrage. Déjà, la préface du plan de l'école. Il décrit le contexte qui a prévalu en 2021 au moment où il prêtait serment. Il me dit, dans une phrase que je sais de citer de mémoire sans l'avoir obtenue, me permettez, si j'arrive à le chercher, que la période a été traversée par des vents contraires. Fort heureusement, ils ne nous ont pas terrassés, même s'ils nous ont quelque peu fait fasciner. En comprenant qu'à ce moment-là, quand il se présente devant son peuple, la situation était très difficile. Le pays avait presque perdu la confiance des manières de faire. Et le président le dit, il nous souviendra qu'à ce moment, alors que nous étions même en période Covid, le Congo n'a pas eu accès à l'aide qui était accordée au pays en situation difficile pendant la période Covid de la part des bailleurs de fonds. Souvenez-vous qu'à ce moment, entre 2017 et 2021, entre 2016 et 2019, il a été difficile pour le Congo de conclure un programme avec le Fonds monétaire international pour faciliter l'argent de crédit. Alors même que c'était une orientation de chef d'État de la Sénat. Nous avons eu beaucoup de peine pour accéder au programme. Et à peine même, y avons-nous accédé. Et qu'en 2020, le programme a été arrêté au motif que les engagements du Congo n'étaient pas tenus. Il était donc difficile à ce moment de conclure un autre programme avec le Fonds monétaire international. La difficulté était dans les deux sens. De la part du Congo, qui pensait avoir été lâché en plein vol par le Fonds monétaire international et qui ne voyait pas l'intérêt de conclure un nouveau programme. Et de la part du Fonds monétaire international, qui estimait que le Congo avait maille à partir avec l'ensemble des bailleurs de fonds et qu'il n'était pas opportun de conclure
dans notre programme pour faciliter l'argent étudiant. Je vous décris dans le contexte, puisque nous sommes dans le volet économique, je vous décris dans le contexte qui a préparé au moment où le président de l'initiation de se prêter serment le 16 avril 2021. C'est à vous de voir, entre le contexte de l'époque et le contexte actuel, s'il y a eu une évolution et dans quel sens. C'est dit dans le livre. Je ne voudrais pas me mettre à relire le livre en votre présence. N'est-ce pas une excuse, monsieur le Premier ministre? Une excuse. N'est-ce pas que j'ai décrit le contexte et rappelez simplement ce qu'a dit le président de la République dans ce livre pour qu'on arrive tous, par un raisonnement logistique, à comprendre qu'il y a eu une situation, une nette amélioration en 2025 et en 2026, comparativement au contexte de 2021. Ernest Dimi. Monsieur le ministre, merci. Nous avons entre le domaine et le président, il y a aussi des institutions qui sont réunies dans le patrimoine du Congo, dans la Banque mondiale, qui vont s'étendre, je crois, en 2027, prévoyaient une certaine croissance à 1,8%. Et qui ensuite a dit qu'il fallait plutôt qu'il y ait une réelle physique sur la population des bidons par rapport à l'objectif. Mais l'impact sur la population est ce qu'il se fait sentir. Vous voyez, je parle tout le monde. Je n'ai même pas encore dit qu'il est positif. Je suis en train de vous décrire. Et par un raccourci, vous avez déjà la déduction qu'il est positif. Cela vous engage. Moi, je vous décris. Je vous prête et le président me dit, au regard du bilan qui est fait, il revient à chacun de nous de se faire une idée du travail réalisé. C'est le président qui me dit. Je peux me retrouver dans ça. Voilà. Voilà. Il ne juge même pas. Il ne dit même pas. Il sait simplement que comme tout bilan, il y a un actif et un passif, puisque nous sommes en économie. Lorsqu'en économie, nous présentons un mouvement, il y a à gauche actif, à droite le passif. On vous laisse les limites, monsieur le ministre. On vous laisse les limites. Je parle du livre du président. Il présente le bilan avec un actif et un passif. Maintenant, s'il arrive que dans l'examen de ce bilan, vous constatez qu'il y a plus d'actifs que de passifs, je peux me vérifier la vérité et arriver à la conclusion que vous faites une bilan qui est positive. Je ne le dis pas. Je le présente. Ainsi, vous pourrez demander au président de la République de me présenter son livre bilan et de le commenter. Et il dit au président, il dit, on s'en face. Sous l'éclairage de ce bilan, le peuple congolais sera en mesure d'évaluer de manière objective mon action de ces 5 dernières années. Il se rendra certainement compte du chemin parcouru et de la nécessité de poursuivre la marche. Voilà. Donc, le président prend l'arbitre à chacun de nous au regard de la situation qu'il présente en toute transparence. Ça nous vient à la conclusion de ce qu'aura été le travail réalisé pendant ces 5 dernières années. Et vous parlez des institutions internationales. Ce sont des institutions elles-mêmes qui le reconnaissent. Je lis à la page 15. Ils sont les premiers à reconnaître aujourd'hui le travail réalisé par les autorités ces 3 dernières années pour remettre le budget de l'État à flot. Ce sont les institutions internationales qui sont les premières. Et ils vont reconnaître lorsque nous avons été au terme de la 6e réforme, au terme du débat. Donc, le président n'a fait que dans ce livre restituer les choses telles qu'il les a vécues, telles qu'il les a conduites pendant les 5 dernières années. Très bien, Monsieur le Premier ministre, on va maintenant aller dans le détail. Depuis 2021, la croissance du pays est positive. Quels sont les atouts, les piliers de cette croissance? Reconnaissons donc d'abord qu'elle était négative en 2020, à moins 6%. Au moment du Covid? Au moment du Covid. Oui. À moins 6%. En 2023, nous sommes toujours en pleine Covid. Un effort est fait pour qu'on termine l'année avec une croissance relativement nulle, 0,5%. En 2022, la croissance monte, elle est à 1,7%. En 2023, elle est à 2,3%, 2,4%. En 2024, elle est à 2,7%.
Et on termine l'année 2025 à autour de 3,4%. Quel constat faites-vous? Elle est ascendante ou descendante? Si, elle est très positive. Ascendante. Elle est restée positive, hein, et de manière ascendante et de façon constante. Quelle conclusion pouvez-vous faire comparativement à 2023? Au regard de la croissance, la situation économique du pays s'est-elle améliorée ou s'est-elle dégradée? Si on parle le regard de cela, chaque Congolais se fait une idée du travail qui a été réalisé. Monsieur le Premier ministre, maintenant, c'est savoir quels ont été les atouts de cette croissance pour les Congolais qui ne connaissent pas un peu ce domaine. Alors, en notre cas, et les institutions le reconnaissent, le président le dit dans le page, une amélioration du secteur hors pétrole. Ils ont contribué justement à l'amélioration de la croissance dans l'ordre. Et cette question est d'autant plus pertinente que par le passé, dans les années 2009 à 2015 par exemple, nous avons une croissance positive qui tutoyait même les deux chiffres. Elle était dictée par deux facteurs majeurs: l'amélioration des prix du baril de pétrole et des matières premières et l'investissement public. C'est-à-dire, nous avons des ressources sous forme d'une économie lente. Nous avons vendu les matières premières, nous avons de l'argent parce que le marché est intéressant, nous redistribuons cette ressource dans l'investissement public au travers des réalisations qui ont été faites pendant cette méthode. La particularité de cette croissance, c'est qu'elle s'est faite, elle est positive, dans un contexte où il n'y a pas de pétrolier, il n'y a pas flambé des prix des matières premières, et il y a presque très peu d'investissement public. Vous voyez, c'est donc non le fruit du syndrome autrichien, mais c'est le fruit de l'effort des Congolais à travers une croissance hors pétrole, une économie hors pétrole, et que nous pourrons retrouver dans le fonctionnement des services, notamment les services bancaires. Vous voyez quelle est la situation bancaire en ce moment, comparativement à quelque temps. L'industrie, oui, notamment l'industrie manufacturière, l'agro-industrie. Vous voyez comment, effectivement, cette économie a été portée par un secteur hors pétrole qui a tutoyé presque, sinon côtoyé, le secteur pétrole. A commencé la bataille de la diversification. Maintenant, si vous pensez qu'on a déjà gagné, c'est tant mieux. C'est le raisonnement que chacun de nous doit tirer de la situation actuelle. Le livre, le président ne fait aucun jugement de valeur. Il vous présente en toute transparence la situation et demande à chaque Congolais de faire son appréciation au regard de l'information qu'il met à notre disposition en toute transparence. Donc, si vous voyez, vous ne croyez pas si bien dire que si l'on est parvenu à avoir une croissance positive portée en partie par un secteur hors pétrole, et bien entendu, il y a un frémissement, il y a un bond important en termes de diversification de l'économie, et ça se tient. C'était d'ailleurs un des piliers du programme national, du plan national de développement, et un des axes du projet de société du président de la République. Le président disait que la bataille de la diversification pourrait permettre au pays de gagner 7% de croissance chaque année. C'est ce que j'ai regardé hier. Aujourd'hui, on est bien loin. La croissance en 2026 a attendu à 3,6%. On a été un peu trop ambitieux dans l'inflation. C'est possible. Entre l'ambition que se fixe et le résultat qu'on obtient sur le terrain, il peut y avoir un gap. C'est pourquoi ça vous est présenté en toute transparence. Ce qui compte, la situation s'est-elle dégradée? S'est-elle maintenue ou s'est-elle améliorée? Même relativement. Voilà. Par exemple, l'extérieur est bien intérieur qui lui ne fait pas. Quelles sont les raisons? Et en 5 ans, quelle va être notre méthode pour étudier la dette? Vous voyez que le président présente la situation par avance. Il aurait pu simplement se satisfaire de ce que nous ayons réussi à réduire la dette extérieure ou
la dette globale, qui était estimée à partir de 2020 à 2021 à près de 110%. Hein? Incroyable, vous le dites, voilà. Pour avoir réussi à la ramener autour de 90%, il aurait pu simplement dire, compatriotes, on aurait dit bravo. Mais il dit, oui, nous avons cet exploit, mais parce que vous et nous avons fourni d'importants efforts pour réduire la dette extérieure. Parce qu'il nous fallait rétablir la confiance avec les partenaires, parce qu'il nous fallait à tout prix liquider ce dossier de la dette toxique avec les traders qui risquaient de nous faire courir fois le risque des fonds vautours. Nous avons fourni tous ces efforts. Nous avons même sacrifié l'investissement public pour nous permettre de réduire cette dette et maintenir la confiance avec les partenaires. Cependant, dans le même temps, nous avons fait augmenter la dette intérieure. C'est ce que le président dit. Parce que dans cet effort que nous étions en train de fournir, il ne fallait pas perdre de vue qu'il nous fallait garantir le climat social, la paix sociale. Il fallait que l'État fonctionne. Il fallait que tant bien que mal, on garantisse le paiement régulier des salaires. Il fallait que tant bien que mal, les services sociaux de base fonctionnent. Il fallait que tant bien que mal, nous garantissons la sécurité sociale aux uns aux autres. Et ça nous a amené à recourir à l'endettement intérieur. C'est quoi l'endettement intérieur? C'est ce père de famille qui était habitué à aller emprunter de l'argent chez les usuriers à des taux élevés, des taux d'intérêt exorbitants, une pression très forte, au point où, à la limite, même les usuriers ne voulaient plus lui prêter de l'argent tellement il était obéré de dettes. Il dit, qu'est-ce que je fais? Avec mon salaire, je vais me battre pour payer les usuriers. Mais il faut que je fonctionne. Il va voir le banquier. Est-ce que vous pouvez me faire un découvert? On lui fait un crédit de libre cours. On dit, bon, mais voilà ce qu'on peut te faire à des taux moindres. Ça te permet de ne plus aller chez les usuriers. C'est la banque, c'est chez toi. On va te prêter de l'argent. Une partie, tu fais face aux échéances extérieures, donc vis-à-vis des usuriers, pour qu'on ne vienne pas te saisir tes biens. Et une autre partie, tu nourris la famille, tu règles les problèmes. Et profitant de cette facilité que m'accorde le secteur bancaire interne, nous avons pu garantir le fonctionnement régulier de l'État. Et ça fait que je me retrouve avec une dette totalement réduite de l'extérieur. Je rétablis la confiance. Je peux même, la preuve qu'on a rétabli la confiance, on peut même aller au-delà et après l'amélioration de la notation par on peut maintenant faire des eurobonds qu'on ne pouvait pas faire en 2021, en 2020, en 2022. Maintenant, je me bats. Puisque c'est avec mon banquier, les taux sont moins lourds, les conditions sont relativement abordables, même s'il arrivait des moments où le banquier pouvait augmenter le taux d'intérêt. C'est une dette interne, nous pouvons y faire face et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis 2024-2025. Bien loin du taux communautaire, c'est peut-être ça aussi un regret, j'imagine. Du taux communautaire, lorsque nous étions sur la dette de marché, sans doute, mais pas aussi difficile que lorsque nous étions face aux traders. Je parlais de méthode parce que M. Coach dit, mais est-ce que l'État donne l'exemple aussi dans cette leader, si je peux utiliser le mot, parce que passer de 110% à 90% aujourd'hui, il a quand même serré la ceinture. Ah oui, beaucoup. Quel aurait été le rôle de l'État dans cette phase? Quel aurait été le rôle de l'État? Bon, d'abord,
c'est pas que l'État, c'est le peuple. Et c'est pour cette raison que le président de la République rend hommage au peuple qui a su faire preuve de résilience. Parce qu'il est arrivé des moments où, et vous le vivez, certaines administrations n'étaient pas payées, ne sont pas payées, ont des retards de salaire. On a accordé la priorité au noyau dur de la fonction publique. Les agents de l'État qui émargent directement, et on a essayé de négocier au coup par coup avec ceux qui relevaient des établissements de transfert. C'est donc une démarche qui pouvait nous permettre de privilégier le paiement de la dette extérieure, de faire consentir des sacrifices à une catégorie de nos travailleurs et régler le problème de la grande majorité de ces travailleurs. C'est une démarche. Une autre démarche, comme je venais de le dire, c'est le recours au marché financier intérieur. Parce que, vous pourrez appeler ça peut-être un effet de cavalerie, mais c'est un effet de libre cours qui nous permet, justement, et c'est ainsi fonctionnent tous les États, j'ai une échéance qui arrive bientôt, je vais sur les marchés, je fais lever des fonds, je paye l'échéance pour éviter le défaut. Et je continue de faire travailler l'État. Je pars du principe que lorsque je me serai libéré totalement de la dette extérieure, je peux faire face à la dette intérieure. Et à preuve, si vous consultez le budget 2026, vous constatez que s'agissant de la dette intérieure, par exemple, la dette commerciale, comparativement aux années antérieures où on mettait à peine, je ne sais pas, 30 milliards qu'on avait du mal à payer, le budget 2026 prévoit le paiement de la dette intérieure à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Donc, on commence à récolter les fruits de tous ces sacrifices, de tous les efforts que nous avons ensemble consentis en 2021. Il y a des questions sur le volet économique, avant de tout n'importe quoi faire. En toute transparence, le président parle aussi de corruption. Aujourd'hui, il y a l'impunité zéro dans ce pays. Mais parce que avant de déclarer l'impunité zéro, il faut d'abord l'avoir évaluée en amont. Quel était le taux d'impunité? Et qui vous dit qu'il y avait impunité dans ce pays? Il n'y en a jamais eu. Il y a, et vous avez raison, un sentiment ou d'impunité ou de corruption dans le pays, comme on peut le constater dans tous les pays du monde. Il y a ce sentiment, comme on le dirait, d'insécurité, un sentiment de sécurité dans les affaires, un sentiment de corruption. Il y a quelques fonctionnaires véreux, par exemple. Il y a quelques agents qui peuvent être indélicats. Ça arrive. La justice est là pour frapper. Et c'est à la justice de faire son travail. Mais l'effort que nous avons fait, je vous prends un exemple. La déclaration du patrimoine. C'est une disposition qui a été prévue dans la Constitution de 1992. La déclaration du patrimoine par les agents élevés aux hautes fonctions de l'État. Depuis 1992, elle n'a jamais été appliquée. Il a fallu attendre 2022 pour qu'on ait commencé à l'appliquer, alors qu'elle existait depuis dans toutes les constitutions. Donc, c'est déjà faire preuve de courage. Et nous avons donc résolu l'impunité en amont. Nous avons réduit la corruption en amont. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons « je fais la déclaration de mon patrimoine », je me lie. Cette déclaration du patrimoine fera en sorte que si demain j'ai un patrimoine au-delà de ce que j'avais déclaré, il faut que je sois capable de le justifier. Et si je ne le justifie pas, si je ne justifie pas le mode d'acquisition de ce patrimoine, eh bien, je me mets à la disposition de la justice. Donc, nous avons procédé par la dissuasion. Et ces efforts ne sont pas visibles. Ça fait que lorsqu'on dit qu'il y a corruption, il faut qu'on soit capable de démontrer, ou qu'il y a détournement, qu'il y a corruption, il faut qu'on soit capable de démontrer comment ça s'est fait. Mais parce que l'acteur lui-même, qui peut être porté par la corruption, qui peut être tenté, il s'est imposé des limites. Nous avons, en 2023,
adopté des textes relativement à l'amélioration de la loi sur la lutte contre la corruption, puisque nous l'avons réformée, on l'a renforcée en 2022. Et en 2023, on prend un décret sur la limitation ou la lutte contre les conflits d'intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent de l'État investi à des charges importantes de l'État devrait s'abstenir de se mettre dans une situation qui pourrait le placer dans un conflit d'intérêts. Donc, les efforts de moralisation de la vie publique ont été accomplis en amont. Le reste, ceux qui se font avoir, bien sûr qu'ils répondront. Voilà. Parlant de réforme sociale avec Économiquement, Monsieur le Premier ministre, on constate que le Congo va bien et votre discours est bien rodé et que tout est parfait au Congo, économiquement. Bon, moi je n'ai fait que vous présenter le tableau. Et si mon tableau a été mal présenté, si vous constatez qu'il est vicié quelque part, vous dites non, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas raison. Vous dites que la croissance est de 3% ou 3,4%. Voici le rapport que nous avons, la croissance est de moins 2%. À partir de ce moment, oui, je serai pris en défaut et vous ne pourriez pas dire que le bilan est élogieux. Voilà. Vous aurez pu me dire, Monsieur le Premier ministre, vous dites que la dette, vous l'avez réduite, alors que nous venons d'avoir le dernier rapport. Voilà ce que dit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD, sur la situation de la dette. Donc, les éléments donnés par le président sont des éléments erronés. Et s'ils sont erronés, le faux corrompt tout. Si nous avons donné de faux éléments, ça veut dire que le bilan n'est pas élogieux. Mais nous, on n'est pas arrivé à ces conclusions. Nous avons présenté les situations et nous attendons les amis qui viendront nous donner les éléments contraires pour qu'avec eux, nous arrivons à la conclusion que le bilan n'est pas positif. Parlons du social, le coût de la vie reste toujours dépassé par le ministre. Quelles sont les mesures que vous avez eu à prendre durant ce quinquennat? Le plan de résilience. Savez-vous ce que ça a coûté à l'État? Le plan de résilience que nous avons que nous avons adopté en pleine période Covid. J'ai vu beaucoup de nos compatriotes s'en émouvoir, s'en moquer, ainsi de suite. Mais je peux vous dire qu'il aura beaucoup contribué à contenir l'inflation dans notre pays. Voyez, je vous vois avec un petit livret. Essayez d'ouvrir ce livret à la page 42, 41 et 42, si vous les avez. Vous voyez le taux d'inflation. 41, 42. Je crois qu'on a le même document. Vous voyez le taux d'inflation. Nous sommes à autour de 3,4% 2022. Nous montons à 4,30% en 2023 et nous descendons aujourd'hui. Nous sommes à 3,4% en 2025. Vous voyez? Donc, nous avons pu faire face, y compris à la période Covid. Même en plein Covid, même avec la guerre en Ukraine, nous avons réussi à contenir l'inflation à 4%, là où d'autres pays sont allés à plus de 4%. Et vous avez le tableau, le graphique à droite. Vous faites la comparaison entre le Congo et bien d'autres pays. Vous voyez? Vous remarquerez le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, et vous verrez que la tendance congolaise, c'est celle qui se porte le mieux. Voyez? Et comment nous avons réussi à faire tout ça? Mais justement, avec le plan de résilience, en supprimant quelques taxes de douane pour un certain nombre de produits, en subventionnant la farine de blé pour qu'il n'y ait pas augmentation du prix du pain, par exemple, parce qu'on pensait que dès l'instant où il y aura l'augmentation du prix du pain, il y aura une flambée de prix, une avalanche qui fera que nous ne soyons plus à mesure de contrôler. Donc, nous avons réussi à contenir l'inflation en cette période. Vous me direz, la vie est toujours chère. Bien sûr que la vie est toujours chère. La vie est chère, c'est parce qu'il nous faut produire. Les citoyens, dans leur ensemble, doivent
Et l'État définit le cadre. C'est pour cette raison que le président de la République s'est engagé dans un vaste programme agricole avec notamment les zones agricoles protégées. Voyez-vous, c'est avec ça que lorsque nous allons produire, vous constatez quand même que cette fois-ci, on a produit plus de manioc, on a produit plus d'igname et on peut constater que le prix du manioc, le prix de la patate, le prix de l'igname est relativement contenu. Voilà. Donc, il nous faut davantage produire. Et saisis l'occasion pour vous annoncer que du 5 février au 16, certainement, il y aura, pour la première fois dans notre pays, un grand salon d'agriculture à Mambo-Mingbali. Et je vous convierai d'aller participer à ce salon. C'est la première fois qu'on organisera un salon national pour l'agriculture. Et il y aura justement l'exposition de tous les produits qui sont réalisés, toutes les richesses qui sont produites par des Congolais en coopérative, en individualité, en entreprise. Et on exposera les efforts réalisés par l'État dans le cadre de la mécanisation agricole. Pourquoi avoir attendu? Comment attendu ce phénomène-là pour pouvoir réaliser ce projet salon? Mais on ne présente que ce qu'on a produit. Vous aurez aimé qu'on réalise ce salon, qu'on organise ce salon quand? En 2021, en période Covid? En 2022, en période de la guerre en Ukraine? Ils sont des populations les moyens de travail, sans avoir mis à la disposition des populations les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Non, il a fallu d'abord mettre tout ça à la disposition des populations. Il a fallu organiser les populations en zone agricole protégée. Et maintenant, on peut dire, essayez d'apporter ce que vous avez pu faire, et c'est ce qu'on va montrer aux populations. Mais ce n'est pas suffisant. Encore une fois, je dis, lorsque nous avons dit ça, ne pensez pas qu'on peut... On a gagné le pari de la sécurité alimentaire ou d'autosuffisance. Non, on est encore très loin du compte. Mais ce que le président vous présente juste, en toute transparence, ce qui a été fait pendant ces 5 ans. Voilà. Mais voilà ce qu'on a fait pendant les 5 ans. Et c'est pourquoi je vous y ramène tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais les niveaux seraient donc par rapport en comparaison avec quelques pays de la région. Mais les Congolais peuvent dire qu'il s'agit de chiffres, il s'agit de niveaux. Puisque la situation, vous l'avez dit, la situation, c'est une réalité. Vous parlez de l'inflation ou de la situation des travailleurs? Tout va. Non. La dette soit réduite, Oui. que les plateaux soient plus ou moins maîtrisés, on devait avoir aussi l'impact du point de vue taxe sur la vie des citoyens. Or, vous savez qu'il y a des versements des dons dans les hôpitaux, à l'université, dans les mairies, chez les retraités. N'est-ce pas que j'ai répondu à cette préoccupation? Oui, parce que si l'on a encore quelques sites chez à l'université, dans les établissements à budget de transfert, ce n'est pas du fait de la vie chère. C'est parce que l'État n'a pas été à mesure de payer régulièrement leur salaire. Et c'est ce que dit le président. Et je vous ai dit, oui, par rapport à la situation qui a été difficile, on a mis un accent particulier sur le paiement de la dette extérieure. On est arrivé à partir de 2024, faut-il encore le rappeler, qu'entre 2022 et 2024, nous n'avons pas eu ces situations. L'engagement que nous avions pris lorsque nous sommes arrivés, et sur instruction du président de la République en 2021, était de faire en sorte que nous gelions les arriérés d'avant 2021, et Dieu seul sait qu'on a fait l'effort d'en payer pour n'être resté, je crois, que 2 ou 3 mois, non pas pour le plus gros lot des fonctionnaires, des agents de l'État, mais toujours pour les agents de l'État évoluant dans les budgets de transfert et les retraités. Et on a pris l'engagement qu'à partir de 2022, nous puissions payer régulièrement. Et c'est ce qu'on a fait. 2022, vous n'avez pas d'arriéré, ni chez les retraités, ni à l'université, ni partout ailleurs. 2023, vous n'avez pas d'arriéré.
ni chez les retraités, ni à l'université, ni nulle part ailleurs. 2024, vous avez commencé à avoir des problèmes à partir de mai-juin 2024. Pourquoi? Parce que les engagements que nous avons pris à partir de 2016-2017 étaient arrivés à maturité en 2024. Et là commençait déjà la gymnastique de faire face à la dette extérieure, de payer les échéances de la dette intérieure contractée depuis les années 2019-2020 et de faire face aux obligations. C'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes et on a terminé l'année avec environ 2 mois de salaire pension impayée pour les retraités et les établissements. Ce qu'on ne dit pas, à la même période, nous avons augmenté la grille. Augmenté le point d'indice. Cité. C'est ce qu'elle c'est lourd. On ne voit que des salaires qui n'ont pas pu être payés 2 mois de salaire en 2024, encore que même là, ça a été payé, mais on ne voit pas les accomplis pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la situation. On l'a dit, le train qui fait l'heure, je le concède. Ne me harcelez pas autant alors que j'ai fait ceci. Non. On a simplement obtenu la compréhension de tous nos compatriotes qui évoluent dans les budgets, dans les établissements à budget de transfert, d'accepter que nous puissions payer au rythme où on le fait. Et nous avons foi que d'ici là, la situation va se normaliser, comme nous le percevons avec les indicateurs de 2026. Monsieur le ministre, je vais vous demander de céder votre place à notre collègue dans le public pour poser d'autres questions pour le ministre. Merci beaucoup. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais juste me convaincre avec vous si les indicateurs macroéconomiques se sont améliorés, ainsi que l'avait promis le président de la République quand il arrive aux affaires, quand il prête serment en 2021. Ça n'a pas changé le quotidien des Congolais. Ah, ça n'a pas changé le quotidien des Congolais. Ah bon, d'accord, ok. Vous voyez, vous savez, lorsque nous étions jugés en 2019, on était jugés sur la base de ces indicateurs. On n'était pas jugé sur la base du quotidien des Congolais. On était jugé sur la base des indicateurs. On disait, et partout, la dette est élevée, la croissance est négative, l'inflation est galopante. Qui a dit? Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, et ainsi de suite, l'AFD. Aujourd'hui que ça s'est amélioré, on dit non, ça compte plus. Nous, on attend l'amélioration des conditions de vie. Il n'y a pas de problème, je vous le concède. Ce n'est qu'une question de perception. Merci, Ernest. Et préciser avec les spectateurs que vos ministres seront aussi ici sur ce plateau. On va dans le détail. Ils vous présenteront des situations mieux que je suis en train de le faire en ce moment. Soyez rassurés. Voilà. Et ils vous donneront avec précision les éléments, vous pouvez en être sûr. Mais parce que c'est eux qui ont été à la manœuvre. Et je saisis l'occasion pour les en remercier et les féliciter pour tout le travail qu'ils ont pu réaliser en cette période. Bonjour. Merci. Très rapidement, vous parliez de taux de résilience qui a été mis en place en pleine Covid. Il y a eu beaucoup d'efforts, mais de la part de la population congolaise, on reproche souvent d'avoir laissé la plus grande partie à la population de porter le fardeau de l'inflation, de la vie chère. Et est-ce qu'il y a eu des efforts de la part des autorités, donc ceux qui sont dans les institutions, notamment le gouvernement? Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant les 5 dernières années pour justement rentrer dans ce plan de résilience et arriver là où nous en sommes aujourd'hui? Lorsqu'on a maintenu le prix du pain pour qu'il n'ait pas galopé, c'est au bénéfice de qui? De la population. Donc on ne peut pas dire que ça, on a fait porter le prix le plus cher à la population. Non. Lorsqu'on a contenu l'inflation,
pour qu'ils se maintiennent au taux de 3,4%, donc pas loin de la norme communautaire. C'est dans l'intérêt de qui? Les intérêts, le salaire et tout ça, vous avez dit geler. Oui, mais le problème, c'est, je ne sais pas si on calcule l'inflation. Comment? Justement, je rebondis juste au moins, parce que très souvent, on parle de la réduction. Mais les arriérés, ce que payent les consommateurs, c'est très difficile d'entretenir ces barrages. C'est pour cette raison qu'on devrait préférer concéder ces barrages à des privés et ils les géreraient conformément aux règles du droit privé. Ça veut dire, s'ils doivent vendre à la société, à Énergie électrique du Congo ou aux citoyens, il vendra au prix qu'il faut. S'ils doivent vendre cette électricité à des entreprises privées, ils vendraient. S'ils doivent vendre à Kinshasa, ils vendraient. Et ça lui permettrait d'avoir des marges de financement nécessaires pour assurer la maintenance. Donc, c'est pour cette raison qu'on a engagé la procédure de concession de ces barrages. On devait aussi engager la procédure de concession de la distribution et de la commercialisation. Donner à une autre société la distribution et la consommation. Pourquoi? Et la commercialisation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'État n'a pas entretenu le réseau de transport de l'électricité. Voilà. Alors même qu'on a créé une société de transport, mais nous n'avons pas pu financer la réhabilitation de la ligne de transport qui partirait de Pointe-Noire pour Brazzaville. Donc, comment? Oui, c'est toujours très difficile parce que ça demande des investissements lourds. Et je sais que M. Carré s'en était pris à moi, j'avais suivi une de ses émissions lorsque j'ai dit que les Congolais sont habitués à ce que l'État fasse tout. Voilà. Et qu'il faut changer de paradigme. C'est ce paradigme que nous voulons commencer à changer. L'État ne doit pas être l'acteur économique puissant dans tous les secteurs. Non. Parce que l'État peut avoir montré ses limites. Même dans les économies, comprenez des économies auto-centrées, autodynamiques. Vous irez, je ne citerai pas certains pays. Ils se sont ouverts au privé. Nous aussi, faisons l'effort de nous ouvrir au privé. Prenons ce courage et disons, ok, ça, on ne le fait pas, on donne au privé. Mais on s'est heurté à la réaction, au refus des utilisateurs de l'outil de travail. Ils disent, nous ne sommes pas d'accord. On a refermé la parenthèse et on continue à réfléchir sur les... Merci, monsieur. Comment? Merci, monsieur. Non, c'est monsieur. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps parce qu'on avait trop de rédits, il y avait trop d'autres thématiques à aborder, mais rassurez-vous, chers spectateurs, il y aura des ministres de tutelle, il y aura des partenaires d'administration, on ira dans le détail, rassurez-vous. C'est ça. En toute transparence. Pourquoi est-ce qu'après 5 ans, vous avez porté ces réformes, vous êtes non satisfait? Quand on est en responsabilité, on ne peut pas se satisfaire ou on rend compte de ce qu'on a fait. On ne peut pas se donner des jugements de valeur parce que vous avez été au service de vos compatriotes, vous avez bénéficié de la confiance du président de la République. Rien ne vous dit que ce que vous avez fait a rencontré la satisfaction de l'ensemble de vos compatriotes. Dès l'instant où il peut y avoir certains de vos compatriotes, ou même de la part de celui qui vous a confié cette mission, quelques réserves que vous n'êtes pas censé savoir, vous ne pouvez donc pas vous frotter les mains en disant la seule chose dont je peux être relativement heureux, c'est que les indicateurs nous le montrent. Le pays n'a peut-être pas décollé, mais n'a pas sombré non plus. Et si l'on a réussi à maintenir l'équilibre pendant cette période, si le président de la République, au bout de 5 ans, peut se présenter devant ses compatriotes pour dire voilà ce qui est fait, voilà ce que le président a fait, c'est donc la preuve qu'il est relativement satisfait du travail qui a été fait et il demande à ses compatriotes d'en apporter le jugement par eux-mêmes. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir votre parmi les questions d'exemple de transparence. Merci aux équipes techniques, merci aux chefs du secrétaire. Merci au programme sur notre différents.